suis développeur, software, aussi musicien, mais puisque je suis développeur, j'ai vraiment pas assez de temps pour être musicien. Il y a toujours bien quelque chose de super intéressant à faire. Et puisque je travaille maintenant en tant que développeur dans la musique, je joue à un truc, je dis, ah, purée, ça pourrait être chouette de faire ça. Et du coup, je joue pas de la musique, mais je joue. Voilà. Donc, juste pour illustrer un petit peu, ça fait, depuis que je suis gosse, que je fais la musique et la programmation. J'ai vendu mon premier logiciel quand j'avais 14 ans. Mais j'ai toujours pensé que je devais choisir. Soit j'étais informaticien, soit j'étais musicien. Et puis, il y a 6 ans plus ou moins, j'ai découvert l'instrument que j'ai là, qui est très encombrant à prendre avec, donc je ne peux pas présenter, mais j'ai une petite version ici, qui s'appelle Lagenharp. J'ai fait connaissance des gens qui créent cet instrument-là. J'ai complètement adoré. Pourquoi? Parce que je suis guitariste à la base et je cherchais un moyen pour jouer des sons électroniques avec ma guitare. Il y a quelqu'un qui joue la guitare ici? Non? Oui? Vous avez déjà essayé des synthés MIDI pour guitare? Non, jamais. Il ne faut pas. Ça marche pas. Oui, ça marche, mais on ne sait pas jouer de la guitare. On joue des cordes d'une façon très précise pour que le machin fonctionne, quoi, pour que ça détecte suffisamment bien et pour que ça crée des informations digitales qui peuvent générer des sons. Donc du coup, je ne me sentais jamais à l'aise. Je ne pouvais pas jouer ma guitare comme je jouais avec ma guitare, avec les vrais sons de micro de guitare. Par contre, cet instrument-là, la Lagenharp, c'est un petit peu comme une guitare, hein, ici aussi, de l'instrument dont je vais parler, hein, sur lequel je travaille maintenant. Ça fait comme des frettes, c'est des rangées de notes qui sont allongées sur un manche. Mais c'est des capteurs digitaux. Et donc, ça peut directement utiliser cette information-là. Et donc, je m'en suis acheté un, les premiers au monde. C'était super cher, c'est toujours très cher. Mais puisque j'étais tellement passionné, je me suis mis en contact avec les gens qui le faisaient. Et donc, j'ai eu l'opportunité de travailler avec eux en tant que développeur, puisqu'ils cherchaient quelqu'un. Donc, pendant plusieurs années que j'ai fait ça. Et puis, j'ai rencontré plein de gens. J'ai rencontré Roger Lynn. C'est celui qui a inventé la boîte à rythme. Thriller, Beat It, Martin Gaye, tout ce qu'on connaît des grands classiques des années 80 qui ont été faits avec des boîtes à rythme qui sonnaient plus ou moins comme des batteries, parce que lui il a fait les premières boîtes à rythme digitales, une boîte à rythme digitale. Et donc j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui et d'avoir cette collaboration aussi, qui est ce qu'on fait maintenant, Roger et moi, c'est l'instrument. Donc je l'ai rencontré à ce moment-là, ce qui m'a permis pendant quelques années maintenant de complètement voyager dans ce monde-ci qui est le monde de l'expressivité. Comment est-ce que je traduis ce que je ressens en moi, mais avec des sons électroniques. Ça peut être des sons électroniques qui ressemblent à des sons acoustiques. Hein. Mais c'est quand même des sons électroniques. Bon, alors, une petite histoire de la musique électronique. Quelqu'un comme ça? Oui. Oui, c'est un thérémine. Un thérémine. On dit que c'est le premier instrument électronique qui existait, inventé par Léon Thérémine, qui l'a découvert par hasard, parce qu'il faisait des recherches dans le domaine de l'électromagnétisme pour la Russie, quoi. Et il a trouvé qu'en fait, il pouvait faire un instrument musical qui a deux antennes, une antenne qui gère la fréquence d'un autre joue, et une autre antenne qui c'est l'amplitude, donc si ça joue plus fort ou moins fort. Alors c'est une petite démo, parce que moi je ne joue pas. Alors ça date pas de l'époque, il y a une petite astuce, il a des oreilles d'iPhone, donc c'est pas possible.
C'est Randy George, c'est un joueur de thérémine récent qui joue magnifiquement bien. Mais c'est un instrument qu'on doit s'approprier comme un violon. Moi, je ressens le même genre de choses. Ça sort de cette tripes, quoi. Mais le moindre mouvement qu'il fait, puisque ça travaille dans le champ de l'électromagnétisme, même s'il respire, ça va avoir une influence sur le son. Ce qui rend cet instrument très, très, très difficile à jouer. Probablement le plus difficile quand même. Parce que si tu es stressé, ça va s'entendre directement, tu vas respirer différemment, la position de ton corps, s'il n'est pas complètement relax, ça va avoir une influence. C'est assez impressionnant à quel point ça détecte les mouvements. Et donc, qu'est-ce qui rend la musique si émotionnelle? Parce qu'en général, on entend le thérémine dans les vieux films de science-fiction. Ici, c'est joué comme un instrument. Et pourquoi est-ce que c'est tellement émotif? C'est parce qu'il est directement relié au son. C'est les ondes qui génèrent avec son corps, génèrent du son en fait. Il n'y a rien entre. C'est une relation directe, une relation analogue. Les mouvements qu'il fait vont directement avoir une traduction dans le son. Ce qui, quand on pense à la musique électronique de nos jours, c'est pas ce qu'on voit. J'adore ce qui se passe dans la musique électronique, mais c'est très distant. On lance un truc, on pilote une boucle, on tourne un knob, pas du tout la même chose. Du coup, pour moi, il manque quelque chose. C'est mon avis. Donc après le thérémine, il y a eu deux grands inventeurs de synthé. Il y a Don Buchla, qui est ici avec c'est une version récente de son système 200E, où il y a, en fait, on voit les mains il y a une surface de toucher métallique qui, de façon similaire qu'au thérémine, ça mesure la résistance, et donc quand on bouge les doigts dessus, ça va avoir une influence directe sur l'électricité qui voyage en fait dans l'instrument, dans le synthé. Et en même temps, il y a eu Moog, Dr. Bob Moog, qui a inventé le synthé modulaire, Moog, le premier synthé commercialisé, probablement des synthés les plus populaires au monde, juste après, le modulaire, le modèle D, où de nouveau on travaille sur les sons synthés, mais avec un clavier piano. Alors l'avantage que ça a, c'est que ça fait beaucoup moins peur. On voit le clavier piano et on peut déjà s'imaginer, ok, c'est un Do, quand on est devant un thérémine, il est où le Do, quoi? Il ne sait pas. Le Do d'aujourd'hui sera probablement un autre Do demain, parce que l'humidité est différente. Donc, avec le clavier piano, ça permettait à beaucoup plus de gens à jouer des mélodies connues, mais en même temps, ça limite l'interface. C'est un clavier piano. L'avantage, par contre, c'était toujours piloté avec des control voltages, donc de l'électricité qui voyage par le clavier et qui est directement relié au synthé. Donc on a quand même encore cette connexion et on a les boutons qui nous permettent d'avoir une relation directe ou un ribbon controller où on peut aussi un petit peu influencer. Après, Moog a sorti le Model D, qui ça fait le grand succès, le mini Moog, qui synthé mythique, où c'était portable en fait. Et puis il y a eu Dave Smith qui a sorti avec Sequential Systems, le Prophet 600, donc le Prophet 600, qui est le premier synthé avec une interface MIDI. Qui sait, connaît MIDI? Quelqu'un utilise MIDI? Oui? Tout le monde qui fait du son fait du MIDI, en général, de nos jours, quand c'est électronique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple, c'est tout simplement une série de messages digitales qui sont envoyés pour dire voici tes notes, voici la position de ce bouton-là. Ça se résume à ça, il y a beaucoup plus de couches derrière, mais ça se résume à ça. Ce qui permettait aux instruments de communiquer ensemble. Donc on pouvait être sur le Prophet 600 ici, jouer du son, connecter un câble, le connecter à un autre synthé et jouer un son d'un autre synthé. Il y avait une connexion standard entre les deux. Heureusement que ça a existé, puisque ça a permis les gens de collaborer ensemble. Malheureusement, il y a le DX7 qui est sorti, qui était le synthé qui a probablement vendu le plus
hein, c'est des centaines et des centaines de millions d'exemplaires. Il marchait bien parce qu'il y avait beaucoup de sons qui ressemblaient à des sons acoustiques. Allez, pour l'époque, maintenant on les entend, on dit, hein, mais pour l'époque c'était waouh. Mais c'était tellement complexe à programmer que personne ne le faisait. C'était pas un synthé vraiment analogique, c'était un FM synthesis, donc frequency modulation. En fait, on devait travailler des numéros pour le programmer, c'était impossible, quoi. Personne ne le faisait. Donc on commençait à réfléchir dans des patchs et tout simplement jouer les sons qu'on avait. Ce qui a évolué dans les workstations où on a une panoplie de sons qui évoluent dans tous les sens. On appuie sur un bouton et ça joue pendant 3 minutes, quoi. C'est incroyable. Même si on regarde, ça fait quelque chose. C'est incroyable. Et récemment, je dirais dans les derniers 10 ans, ça a créé ce qu'on appelle les contrôleurs. Les pattes, comme on voit ici en bas, qui permettent simplement d'allumer, d'éteindre des choses. C'est des interfaces industrielles, ça. Pour moi, c'est pas vraiment de l'instrument de musique. C'est on-off, il y en a plein là-bas, hein, des switches. Oui, on peut jouer. Il y a un truc qui joue, qui est toujours là, c'est le temps. Quand est-ce que je fais quelque chose? Mais ça, pour chaque instrument, c'est le cas. Le temps est toujours présent. Mais pour le reste, on a perdu beaucoup de choses dans l'expressivité. Du coup, beaucoup d'attention a été mise sur la production, sur la création de boucles, la gestion des effets, la programmation des effets, l'automatisation des effets. Ce qui est très intéressant parce qu'on a découvert beaucoup de procédés, des algorithmes, des procédés en synthé numérique qui n'existaient pas avant. Voilà pour la petite histoire. Alors ce qui s'est passé après, c'est qu'on a vu les ordinateurs. Et ce qui est important, c'est que les ordinateurs de nos jours sont super puissants et super bon marché. On voit ce qu'on a dans la poche, ou pas ça, mais qu'on a ici, c'est plus puissant que l'on aurait il y a quelques années, hein, ce qu'il y a sur mon poignet. Et on achète ça pour quelques centaines d'euros, c'est ridicule en fait. Donc ça permet à tout le monde d'avoir accès à une création sonore hyper puissante et aussi à une puissance de calcul hyper puissante pour un prix démocratique. Et donc ça permet de créer des sons de synthé qui sont en fait des émulations incroyables de sons réels. Je suis un très mauvais pianiste, mais je vais faire un petit démo quand même. Est-ce qu'il est sûr? Alors le piano ici, c'est pas des samples, ce n'est pas des sons enregistrés qu'on reproduit, c'est réellement un calcul de comment est-ce qu'un piano fonctionne, comment est-ce que le son voyage dans le piano et comment est-ce que je reproduis ce son à l'instant même. Ce qui permet des choses qu'on recherche quand on joue. On a les fréquences qui interagissent l'un sur l'autre, il y a de la résonance d'une note sur l'autre note. On a les cordes qui s'influencent entre eux. Et puis pour moi, ce qui est plus intéressant, c'est avec les petites percussions. Par exemple, ici, ça c'est le piano, mon piano. Je peux par exemple dire, ok, l'énergie qui est transmise entre l'instrument et les cordes qui jouent, je veux qu'il se fuse beaucoup plus, et du coup ça devient autre chose. C'est toujours un piano, mais un piano construit différemment en fait. Et donc ça c'est possible grâce aux puissances de calcul, parce que là, si on réalise ce qui se passe, ça modélise un phénomène physique extrêmement complexe sur un ordinateur qu'on achète n'importe où. Et en même temps, ça me tourne une keynote, ça fait toute la gestion de MIDI,
Facebook, mail. Il y a 10 ans, faire une note comme ça, c'était impossible, parce que rien ne pouvait calculer assez rapidement pour faire cette note-là. Donc, ça a permis ça. Et donc, des systèmes de modélisation SAP, physical modeling, on appelle ça, assez puissant. Donc là, c'est une petite vidéo de moi qui joue sur la grappe, parce que je ne l'ai pas avec moi. Je joue. Ah, il y a quelqu'un qui joue la dimension ici? Tu veux bien sortir? J'étais un désolé, peut-être. Donc c'est la modélisation d'une violoncelle jouée par un guitariste qui ne sait pas jouer la grappe. Donc, mais il y a un petit peu, hein, on voit un petit peu ce qui se passe. Attends, voilà. Donc la grappe a des touches extrêmement sensibles, mais aussi un contrôleur sur le côté qui permet de faire toucher. Ça, c'est de la musique électronique. C'est généré en temps réel, avec toutes les époques qui viennent. Ce qui est d'ailleurs un concept assez intéressant. Je connais aucun musicien électronique qui se pose la question s'il est bien accordé, s'il joue dans la bonne tonalité en fait. Ici, il y avait des fautes, j'étais un petit peu à côté des notes, mais du coup, ça vit. Du coup, quand tu maîtrises l'instrument, tu sais faire voyager tes émotions par l'instrument. Parce qu'il y a la possibilité de faire des erreurs. Le chaos est permis. Et donc, pour venir au contrôleur, au niveau contrôleur, ce qui est Mondala, on a vu la grappe, et l'instrument ici. C'est l'instrument. On peut le porter aussi, mais je suis vraiment pas encore habitué à ça, on peut le porter comme une guitare. Mais un autre, sur lequel moi j'ai travaillé, s'appelle le Lead Motion Controller. Quelqu'un connaît ça? Ce petit truc? Vous l'avez? Ouais. Ça coûte $90. Ça coûte rien, c'est incroyable. $90. Le fois de montrer ce que ça fait. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit tout de suite, j'en veux. Voilà, ça c'est moi. Là. C'est incroyable. C'est mieux que dans mes rêves, quoi. Quand je voyais ça, je me dis, c'est pas possible. Alors maintenant, ils sont en train de travailler dans la virtual reality, réalité virtuelle, où on a l'Oculus avec le motion devant, on voit ses mains. Je ne l'ai pas encore fait. J'attends que l'Oculus soit en version non développeur. Donc, qu'est-ce que ça peut faire? Du coup, j'ai voulu faire un soft. C'est un soft qui permet de moduler du son avec sa main. C'est un petit peu comme un thérémine. Ce que vous voyez là, c'est ma main qui est modélisée, avec chaque fois la direction dans laquelle je bouge et des sorties de données dans le bas. Et je peux faire avec deux mains. Je peux tout programmer pour générer des messages MIDI. Le MIDI qui date des années 80, mais maintenant complètement digital, pour utiliser ça pour piloter un autre soft. Voilà. Et ça, j'ai vite fait ça ce matin, j'espère que ça marchera.
Peut-être imaginer des trucs tout à fait loufoques. C'est juste pour montrer que ça marche réellement. Maintenant, je vais montrer une vidéo de ce que les gens ont réellement fait avec. C'est mon soft gecko. Et ça, c'est une collection de vidéos qui dure 2-3 minutes, ou même pas 1 minute. C'est un compositeur qui gère les violons, il joue les notes avec une main, mais il gère l'expressivité des violons avec sa main gauche. C'est un beatboxer qui module sa voix en temps réel. Jouer la clarinette. Ou l'électro. Là, il gère les différents effets, mais aussi il pilote des boucles. Dans ces boucles, au moment où il touche dans un certain axe. Mais du coup, même si on est dans le domaine des boucles et des effets, ça devient personnel. C'est ces mouvements au moment où il décide avec toutes les dimensions. C'est un artiste russe qui est en train de monter quelque chose de grave. Donc il fait ses performances dans les grands festivals maintenant. Un Thomas Cavalli. Donc voilà. Donc, moi je vois ça un petit peu comme le thérémine de maintenant. Hein? Sauf que c'est 3 dimensions, chaque main. C'est assez impressionnant, une fois qu'on commence à interagir avec ça, à quel point on se sent lié avec le son. Et c'est ça pour moi qui manque souvent dans la musique électronique, c'est quand on est musicien, il y a un boucle de feedback qui s'est créé, qui fait que ça fonctionne. Donc, on joue, on entend, et on reçoit la confirmation de ce qu'on entend correspond au mouvement qu'on a fait, qui fait que on s'inspire soi-même en fait. Et puis ça devient encore mieux s'il y a un public qui rentre dans cette boucle de feedback, où on voit réellement au temps réel, aux microsecondes même, comment un public interagit sur chaque petit mouvement, sur position sur scène. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait la musique. C'est la performance unique qui n'aura plus jamais. Un concert qui a eu lieu à une certaine date, qui sera inégalable. Comme on a parfois des lives qu'on enregistre. Il y a très peu de lives de DJ qui se vendent, qui disent ça c'était le set de DJ à Ibiza en juin 2014. Il était terrible, quoi. Non, ce sera la production. On vend la production, voilà. Tandis que le nombre de lives de musiciens traditionnels qu'on recherche et qu'on retrouve, ce concert-là, il y a eu un truc. Et ça, je crois qu'on doit essayer de le retrouver dans la musique électronique. Et il y a moyen, parce qu'on a maintenant ce niveau contrôleur. Je ne sais pas où j'en suis pour le temps. Hein. Parle de l'instrument et puis peut-être quelques questions après. Ouais, parce que moi je peux encore continuer pendant 2 heures. Donc l'instrument qui est ici, qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est que de nouveau il est un petit peu organisé comme une guitare ou sauf que je joue un piano. On fait les mêmes gammes qu'à la guitare en fait. Donc ça monte comme ça les notes ici et ici. Standard c'est un quart. Et ça, le long des 8 cordes virtuelles. Mais, particularité qu'il y a avec la grappe aussi, avec tous ces instruments nouveaux,
c'est qu'on a plusieurs degrés de contrôle. Donc j'ai la pression. Je peux faire des slides. Puis, je crois qu'ici ça fait rien, mais dans un autre son, j'ai assigné ça au timbre. Mais bon, je peux faire. Je peux bouger ici dessus. Je m'en fous quoi, c'est un instrument électronique, mais. Je peux aller en avant de la scène, je peux m'exprimer, quoi. Je peux bouger, vraiment interagir avec le monde réel. Donc ça, c'est une des particularités de l'instrument. En même temps, je vais voir si j'en ai ici. Donc là, on a l'autre sens. J'ai la pression, j'ai le haut et le bas, et puis le gauche et le droite. Avec chaque touché, indépendamment. C'est ce qu'on attend d'un instrument. Une guitare, on veut tirer sur les cordes, on veut faire des bends, les détuner, taper dessus. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Donc ça, c'est un concept synthé qui est très répandu, hein, c'est l'enveloppe. C'est quoi une enveloppe? C'est comment est-ce que quelque chose évolue dans le temps. Hein. Donc on a le niveau d'un signal, on a l'attaque, le déclin, puis le maintien de ce signal, et puis ça se relâche. C'est très standard. Typiquement, ce qu'on fait, c'est un programme. On dit, soit avec 4 faders, ou des boutons, on dit, OK, ça sera la vitesse d'attaque. Le maintien sera à ce niveau-là, et ce sera toujours comme ça. Avec ces instruments-ci, donc l'instrument line up, il y en a des autres, il y a le Seaboard Continuum, on devient l'enveloppe, comme dans la musique traditionnelle, les instruments traditionnels. Nos doigts sont des enveloppes. Si je veux... Je veux le maintenir plus longtemps, je le maintiens plus longtemps. Si je veux moduler le son, c'est moi qui module. Au moment que je veux. Ce n'est pas l'enveloppe qui fera toujours ouais. Parce qu'à ce moment-là, il faut, ok, non, j'ai plus besoin d'un j'ai besoin d'un Comment on fait? On change de patch, il faut reprogrammer le bazar, et du coup, le moment est passé. Donc, avec ces instruments-là, on devient l'enveloppe, on la joue. Donc là, c'est une autre démo. Je trouve qu'on entend bien que les sons sont vraiment tout doucement attaqués. Bon. Ben oui, vu que le temps, il faut que j'arrête. Encore des questions?
suis désolé qu'on a commencé plus tard. Merci beaucoup. Et voilà.